Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Café Confidence, podcast présenté par Sheima, aka Vanilla Rose sur les réseaux sociaux. Et chez Shai aussi, j'ai deux noms, cherchez pas à savoir moi-même, je sais pas. Je suis présente sur Instagram, TikTok, YouTube, voilà, je suis un peu partout. Si t'as envie d'aller voir, n'hésite pas à aller dans la description et tu trouveras mes comptes. Voilà, je débute direct, je me fais de la pub, je vous ai même pas demandé comment vous allez. Ou quoi que si, je crois que je vous ai demandé, c'est dans mon intro. Bref, j'espère que vous allez bien. Et ça commence bien, hein. J'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, ça va. Je suis posée, il est assez tard. Franchement, je pense que je préfère enregistrer les podcasts le soir. Parce que dans la journée, je suis trop dans le stress de la journée, de qu'est-ce que je vais faire après. Tu vois, c'est comme quand t'as un rendez-vous à 16 heures et du coup, de ton réveil jusqu'à 16 heures, tu peux rien faire. T'attends le rendez-vous comme ça. Mais c'est la même chose. Et là, le fait que ce soit le soir, que ce soit calme et tout, je préfère de ouf. Je suis accompagnée, cette fois-ci pas de mon café, mais de mon petit thé. Oui, oui, j'ai gâché tout le concept du podcast. Mais bon, trop de café, c'est pas bien. Donc voilà, un petit thé banana, ça fait... Oh purée, j'ai mis la liaison à thé. Un petit thé banana. Non, c'est pas du matcha. Parce que je ne comprends toujours pas votre délire avec le matcha. J'ai essayé, j'ai réessayé, hein. C'est pas comme si je parlais dans le vide, hein. J'ai réessayé et ça a le goût de henna pour moi. Pour moi, j'ai l'impression soit je bois de la henna, soit je bois de la pelouse. C'est une odeur de weed, si je puis me permettre. Je comprends pas, je comprends pas. Voilà, j'ai vu que c'était le café healthy, c'était énergétique, c'était bien, c'était comme le café sans les côtés négatifs. Ben, il n'y a pas de goût en tout cas, ça c'est sûr. Franchement, je suis pas une grosse hater, c'est dans la vie de tous les jours, mais matcha est mon ennemi numéro un. D'ailleurs, je voulais en profiter avant que j'oublie, mais merci pour tous vos messages. J'en suis émue. Depuis l'épisode que j'ai sorti avec Sabah, bah, j'ai eu beaucoup de retours, et puis après, sur TikTok, il y a plein de personnes aussi qui ont pu me découvrir. Merci beaucoup. Ça me fait tellement plaisir, ça me touche de ouf, et surtout, ça me motive à continuer à faire des podcasts. Alhamdoulilah. Mais du coup, les girls, j'en profite. N'hésitez pas à évaluer le podcast. Si vous m'écoutez sur Spotify ou Apple Podcast ou peu importe, n'hésitez pas à l'évaluer. C'est les trois petits points. Quand vous allez sur mon compte, il y a trois petits points et il y a évaluer le podcast. C'est rien, ça prend une seconde et ça m'aide de fou. Pareil, si tu m'écoutes sur YouTube, n'hésite pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire. Je lis ça avec plaisir, j'y réponds avec plaisir. En tout cas, je vous mens pas, j'avais pas d'inspi pour l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, je dis les termes. J'ai traité 30 sujets, je n'ai plus d'inspi, je n'ai pas vécu tant de choses dans ma vie, je ne peux pas parler de choses que je ne connais pas. Voilà. Franchement, sans vous mentir, j'ai une liste de 30 sujets dans mes notes, dans mes Google Docs et tout. Mais c'est des, même si c'est des sujets qui m'inspirent de ouf, là, ça voulait pas, tu vois. Genre, sur le moment, ça me parlait pas. Il y a 2 semaines, ça me parlait de ouf. Et là, ça me parlait pas. Et puis, il y a des sujets, je me dis, c'est mieux qu'on les traite dans un entre-sœurs parce que c'est plus intéressant d'avoir deux points de vue. Ça fait que j'étais dans un espèce de syndrome de la page blanche, alors que c'est rare que ça m'arrive. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai tellement d'idées que ben, je sais plus quoi en faire, tu vois. Et là, j'étais dans un truc, je me disais, purée, mais je fais quoi? Je parle de quoi? Je sais pas. Donc là, on va se poser tranquille, hein, je vous dis les termes. Je suis partie voir Chatou, comme dirait une bonne copine, et je lui ai demandé tout simplement de me poser des questions profondes. Et on va faire une discussion à base de ça, c'est tout. Je pense que ça va suffire. ChatGPT, il connaît très bien ma vie. Je pense qu'il va me poser des questions reliées à moi, logiquement. Voilà, je lui dis de me parler un peu de tout. Et là, on va répondre à ces questions, on va développer, on va voir ce qu'on peut en tirer, etc. Et puis voilà, moi je vais vous dire mon avis. Si vous avez quelque chose à faire mais que vous voulez écouter quelque chose de léger dans vos oreilles, c'est le moment. Prenez votre petit casque, vos petits écouteurs et bismillah, on va commencer. Sachez que je découvre en même temps les questions. J'en ai lu certaines, mais la majorité des questions, je ne les connais pas. Tant mieux, ça rajoute un peu de spontanéité. La première question, c'est comment savoir si l'on évolue vraiment en tant que personne dans notre vie. Déjà, moi, je pense qu'on évolue toujours dans notre vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on n'évolue pas. Tu vois, plus on grandit, plus on apprend des choses, plus on accumule du savoir et des connaissances.
lié à notre expérience, tu vois. C'est pas pour autant que ça veut dire qu'on applique ce qu'on apprend. C'est pas pour autant que ça veut dire qu'on va forcément être meilleur que la veille. Mais déjà, rajouter des éléments à son dictionnaire personnel, rajouter des anecdotes, des expériences dans son esprit, ça fait que tu évolues forcément. En revanche, c'est pas parce que tu emmagasines ces connaissances-là que ça veut dire que tu évolues comme toi t'aimerais évoluer. En fait, l'évolution, c'est propre à chacun. Chacun a sa vision de son évolution, etc. Je me rappelle qu'Aline, elle disait dans ses podcasts, et surtout dans son livre Best Version of You, si je ne dis point de bêtises, elle disait que ce qui l'a motivée de ouf à atteindre tous ses objectifs, même avec la flemme, même avec la démotivation, même avec les croyances limitantes, même avec la peur du jugement, etc., c'était de créer sa version idéale. Mais dans les moindres détails, comment elle était physiquement, mentalement, ses habitudes de vie, son caractère, son humour, sa personnalité. Tu as vraiment une version améliorée de toi. Et en fait, elle se comparait à cette version et surtout, elle se demandait comment faire pour arriver à cette version-là avec des actions concrètes. Parce que c'est trop simple de se dire dans sa tête, je vais faire ça et jamais le faire. Je le fais la première. Et en fait, avoir, on va dire, son alter ego, cette version de soi qui a pu évoluer à 100%, c'est avoir un repère, une image sur laquelle pouvoir se comparer. Et ouais, c'est comme un feed Pinterest où tu vas chercher de l'inspi quand t'en as plus. Et moi, personnellement, c'est comme ça que je vois si j'ai évolué. Je vois la Shaima que j'étais initialement. Pour moi, la Shaima du départ, c'est la Shaima qui sort de l'enfance. C'est-à-dire préadolescence, etc. Quand c'est bon, tu commences à avoir ta raison. Ouais, c'est quand t'as atteint ta puberté, tu vois. Pour moi, à partir de ce moment-là, t'es la Shaima du départ, parce qu'avant, t'es une enfant, t'as pas conscience de beaucoup de choses. Et en soi, même après la puberté, ton stade de maturité, il n'est pas du tout encore complet, mais voilà. T'as conscience des choses, tu sais distinguer le bon du mauvais, et tu commences à rentrer dans une période de ta vie où tu cherches un sens. Et donc ouais, moi je compare cette version-là à ma version 100% incroyable, etc. Et quand je parle de cette version-là, bien sûr, je parle pas que de productivité, mais je parle aussi de... ça peut juste être... genre ton niveau de bonheur entre guillemets, et ça aussi ça se travaille, mais genre à quel point t'es apaisé, à quel point t'es proche d'Allah, tu vois, à quel point t'es bien entouré, c'est un mélange, c'est pas forcément que de la productivité quand je m'imagine ça, bien que ça en fait partie. Et ouais, du coup moi personnellement, je me calque à ça, je vois, est-ce que je me rapproche plus de la Shaima qui vient d'avoir, je sais pas moi, 13, 14, 15 ans, ou je me rapproche plus de la version que je voudrais être. Mais il faut pas tomber dans un espèce de... Déjà moi, la comparaison avec les autres, et j'ai du mal, dans le sens où je comprends pas l'objectif. Et j'ai fait un épisode entier sur ça si vous voulez aller le voir, sur le fait de se comparer aux autres. À part si c'est enfantin, c'est pour quelque chose en particulier, voilà, un sport, bref, un truc où il y a une compétition, tu vois. Mais hormis ça, une mauvaise comparaison avec les autres où tu sais que ça va juste te stresser, te rendre anxieuse, te faire douter de toi, etc. Moi, j'ai toujours eu du mal avec ça. Et même si on a tendance à se dire, ouais, compare-toi qu'à toi-même, t'as pas besoin de te comparer aux autres. Parfois, même se comparer à soi-même, ça peut faire des ravages si tu sais pas doser ça. Et si t'es dans un espèce de concours de productivité pour être la meilleure version de toi-même le plus vite possible, pour moi, c'est tout autant malsain. Et puis surtout... pour moi, je sais pas, c'est comme quand tu fais un régime, tu perds du poids et fais yo-yo 2 mois plus tard. C'est faire son max pour faire quelque chose rapidement et pour atteindre le résultat que tu veux, pour au final tout reprendre après. Donc c'est pas forcément la bonne solution. Pour moi, la meilleure chose, c'est de faire petit à petit, de savoir ce qu'on veut devenir, mais quand même d'accepter ce qu'on est maintenant, parce que sinon tu vis plus. T'es sans cesse dans une espèce de culpabilité de toi-même, une culpabilité de vivre, et c'est pas non plus bon pour nous. Donc ouais, c'est un équilibre à trouver. Je pense que quand tu sens que t'es de plus en plus fidèle à toi-même, que même si tu sais pas vers où tu vas concrètement encore, mais que tu sens que c'est un minimum aligné, pour moi, t'évolues forcément. Allez, deuxième question. Pourquoi avons-nous parfois l'impression de changer, mais de toujours retomber dans les mêmes schémas ?
parce que ça fait partie du changement, tout simplement. J'en parlais dans le dernier épisode, je crois. Avant l'épisode entre sœurs, l'épisode dans lequel je parlais de procrastination, de peur de l'échec, etc. Comme je vous ai dit, on est tellement matrixé par les réseaux sociaux et les avant-après, que ce soit pour monter un business, que ce soit pour n'importe quoi. La vérité, pour n'importe quel objectif atteint, pour la vidéo, pour le montage, pour le dynamisme, ce qui est totalement logique, on va montrer juste le avant et le après. Il n'y a pas tous les mois de travail, il n'y a pas tous les mois d'efforts, les mois de combat contre soi-même, les mois de djihad neuf, c'est tout, il n'y a pas. On montre pas ça, on montre le avant-après. Et potentiellement, dans une réussite, il y a 6 ou 7 rechutes, t'en sais quoi? En fait, pour moi, ça fait partie du changement de rechuter. Et ce serait justement le fait de réussir du premier coup à chaque fois qui serait un peu bizarre, tu vois. Si c'est le cas, ça j'ai rien à dire. Mais si c'est pas le cas, c'est normal. Et avec les réseaux sociaux, on a vraiment idéalisé ce truc de à partir du moment où je m'y mets à fond, ça y est, je vais réussir. Non, ça marche pas comme ça peut prendre 5 ans. Hein. Voilà, on connaît pas notre mektoub. Hein. Peut-être que pour réussir quelque chose, il va te falloir 5 ans. Peut-être qu'il va te falloir 6, 7, 10, tu sais pas. Mais voilà, retomber dans les mêmes schémas, chuter, ça veut pas dire échouer. Mais si à partir du moment où t'abandonnes quand tu chutes, c'est là où t'échoues vraiment. Faut vraiment voir ça comme une course. Et un obstacle au milieu, tu l'enlèves et tu reprends la course. Tu vas pas arrêter ta course parce qu'il y a un obstacle au milieu, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, c'est ça. J'avais vu un post sur Insta d'ailleurs qui parlait de la consistance, genre de la discipline, avec plein de vers. Et en gros, il était écrit... Je l'ai mis en story en plus. Il était écrit ce que les gens pensent que c'est la discipline. Et il y avait que des verres d'eau remplis côte à côte. Et après, en dessous, il était écrit ce qu'est vraiment la discipline. Et t'avais un verre qui était rempli à fond, l'autre qui était rempli à moitié, l'autre qui était un tout petit peu rempli, l'autre qui était à ras-bord, tu vois. Mais au final, tous les verres avaient un minimum d'eau dedans. La discipline, c'est pas se donner à 100% tout le temps, c'est juste faire les choses. Peu importe ton état d'esprit, peu importe dans quelle émotion tu te trouves, peu importe si t'as envie ou t'as pas envie, c'est faire les choses. Pour moi, ça rejoint un peu la rechute, dans le sens où, pour moi, ça fait partie du défi. Et faut pas s'en inquiéter. Faut juste accepter que ça arrive et puis rebondir par la suite. Franchement, je viens de voir les questions qu'il a posées après. Il y a des questions, elles sont vraiment bien. Mais je vous invite à répondre vous aussi en même temps que moi. Parce que mine de rien, ça fait une introspection en même temps. Même si là, c'est des questions générales, tu peux grave les relier à toi et y répondre en même temps. Question suivante. Peut-on réellement se détacher de l'image que les autres ont de nous? La peur du regard des gens, c'est un vrai sujet. J'en ai parlé tellement de fois. Parce que c'est autant un sujet qui me fascine, mais un sujet que je crains. Parce que j'ai fait beaucoup d'anxiété sociale, j'ai beaucoup été timide, etc. Bref, j'ai beaucoup été soumise à cette chose-là. Mais en même temps, je suis sur les réseaux. J'ai envie d'entreprendre beaucoup de choses. J'ai envie de faire beaucoup de choses. J'ai pas envie de me limiter. C'est un peu contradictoire, tu vois. Et subhanallah, je me rends compte qu'il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont timides, qui sont réservées, qui ont peur du regard des gens que tu vois se lancer sur les réseaux. Et il y a beaucoup de gens qui trouvent ça incompatible et tout, mais en soi, ça fait sens. Parce que c'est une manière justement d'exprimer ce que tu veux sans qu'il y ait réellement le regard des gens, tu vois. Genre là, je suis toute seule dans ma chambre, tu vois. Donc pour moi, là, il y a personne qui m'écoute réellement. Et ça me facilite un peu les choses. Mais c'est que quand j'ai vos retours que... c'est qu'à ce moment-là que je me rends compte que le regard des gens est vraiment entré en jeu dans mon action. Parce que c'est du contenu à froid, quoi. C'est pour ça que les lives MDR, jamais. Les lives, tu vois, je peux pas les lives parce que je n'ai aucun contrôle et c'est stressant. Comme je le disais dans mon épisode sur le regard des gens, on a tous un minimum peur du regard des gens. Genre un minimum, mais pour vivre socialement les uns avec les autres, pour respecter certaines normes sociales qui sont implicites mais que tout le monde respecte. Tu vois, par exemple, ne pas monter sur un bus et crier de toutes ses forces. On est conditionné socialement à ne pas le faire parce que là, je suis au moins, pourquoi faire ça? Bref, tu vois, des trucs comme ça. Mais moi, je pense qu'on peut, à 90%, voire 95%, se détacher du regard des gens. Mais ça dépend de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, la première chose, j'en parlais justement dans cet épisode, c'est la foi. En fait, plus tu vas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus le regard des gens va être insignifiant pour toi. Parce que tu seras beaucoup plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu
sera plus enclin à vouloir le satisfaire lui. Qui dit satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala dit forcément contredire les personnes qui vont à l'encontre de ce qu'Allah nous prescrit. Et plus ta foi sera forte, plus tu vas suivre ce qu'Allah te prescrit de faire et plus tu n'en auras plus rien à faire de ce que les gens penseront ou ne penseront pas de toi. Donc ouais, pour moi la foi joue un très grand rôle et surtout aujourd'hui en France avec toute l'islamophobie qu'il y a, quand tu sors avec ton voile ou avec ta barbe en France, surtout quand tu te retrouves face à l'islamophobie, comme tu choisis ta foi, le regard des gens il passe forcément en arrière-plan quoi, parce que c'est beaucoup moins important que de suivre ce qu'Allah nous dit de faire, tu vois. Donc déjà, pour moi, la foi, c'est un élément très important à prendre en compte. Pour le reste, je trouve que avoir un bon entourage, c'est déjà 50%. Quand je dis bon entourage, c'est pas forcément juste une personne qui te veut du bien. C'est une personne qui comprend tes projets, qui comprend tes envies, qui comprend ce que tu as envie de faire, et une personne ou des personnes qui, tu sais, te soutiendront, peu importe ce que tu voudras faire, tu vois. Et en fait, une fois que tu as ce crew, que tu as cet entourage positif et bénéfique pour toi, en fait, t'as des bases, on va dire. Ce qui fait que c'est bon quoi. Pierre, Paul, Jacques ou Jacqueline, faut que j'arrête avec cette expression, en plus je la dis mal. Mais vous voyez quoi, ça devient le cas de tes soucis quand à côté t'as des proches qui te soutiennent et qui te souhaitent la réussite dans ce que t'entreprends. Et après, je dirais quoi aussi? Bon, ça, c'est pas nous qui le contrôlons, mais l'âge aussi. Je pense que plus tu grandis et plus tu t'en fiches, quoi. Genre, primaire, collège, lycée, c'est des moments où on est vulnérable, où on est mis face à des gens qui n'ont aucune tact, qui n'ont aucune... qui vont te dire les choses comme elles les pensent, sans mettre la forme ni rien. Je pense que plus on grandit et plus on s'en détache, Bon, moi, je vous parle, je suis encore jeune, mais... je pense que d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, on s'en détache de plus en plus. Et j'ai remarqué la dernière fois, avoir des enfants. Genre, à partir du moment où tu fais des enfants, ça devient ta priorité, tu t'en fiches du reste, quoi. Genre, t'as ton bébé, il pleure dans une salle d'attente, c'est bon. En fait, tu fais tellement face à plein de situations, que ce soit sociales ou juste dans ta tête par rapport à ton bébé, que je pense que tu calcules même plus les gens, quoi. Genre, tu t'en fiches, quoi. Donc, ouais. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte qu'on se détache ou non du regard des gens, mais c'est 100% possible. Et les personnes qui pensent qu'elles ne pourront jamais se détacher du regard des gens, je pense que c'est des personnes qui ont des croyances limitantes, notamment moi, tu vois. Mais en soi, si quelqu'un l'a déjà fait, je pense que tout le monde peut le faire. Ouh, attendez, cette question, je la trouve très intéressante. Comment faire la paix avec les versions passées de nous-mêmes ? Alors cette question, je l'aime beaucoup. Non, plus sérieusement, moi c'est vrai que j'ai déjà eu du mal avec ça dans le sens où les personnes qui réfléchissent beaucoup, les personnes qui sont très dures avec elles-mêmes, les personnes qui se remettent beaucoup en question, je pense que ça va vous faire écho. Mais ouais, je pense que ça peut être difficile. Enfin, moi ça a déjà été le cas. Parce que, ouais, mine de rien, je trouve que je n'ai rien à voir avec la schéma d'il y a 5 ans. Autant les bases n'ont pas changé, mais autant il y a plein de choses que je pensais que je faisais, que je jugerais aujourd'hui, tu vois. Et c'est le premier point où je veux en venir. Quand vous voyez des personnes faire des choses et que vous avez une forte envie de les juger, empêchez-vous. Parce qu'il y a une époque où vous avez peut-être pu faire la même chose, ou à l'inverse, Allah alam, peut-être que vous allez faire cette chose demain. Allah alam, on est à l'abri de rien, quoi. Quand je parle de ça, je parle même pas de péché. On dirait que je parle de péché, ça peut être le cas, attention. Je peux parler de péché, je peux parler d'actions maladroites, je peux parler d'actions gênantes, de regrets, de colère, tu vois. Ça peut englober énormément de points. Mais je pense que les versions passées de nous, elles sont surtout reliées au sentiment de regret. Et ouais, on est à l'abri de rien, premièrement. Donc restez humble. Et se rappeler que on a été créé faible. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'humain faible. On est faible, on est des humains, on fait des erreurs, on apprend. Donc ouais, je pense que déjà se rappeler ça, ça peut aider. Essayer de faire mieux. Parce que c'est bien beau de s'apitoyer sur son sort, culpabiliser et tout. Mais je pense déjà juste se poser la question de comment je change ça. Tu vois, essayer d'appliquer une espèce de vengeance positive où tu vas te dire, ok, j'ai fait ça avant. J'ai fait ça.
eh ben là, je vais faire l'inverse. Je vais essayer de switch le truc pour me montrer que j'ai évolué et pour me montrer que ce qui s'est passé, c'est derrière moi. La fameuse expression lit, fait, met, vous la répétez en boucle s'il faut. Voilà. Vous la répétez en boucle. C'est mort, c'est passé, c'est mort. Et je pense aussi, c'est aimer ces anciennes versions parce que c'est ces versions-là qui ont fait qu'on est devenu ce qu'on est devenu, tu vois. Si t'avais pas fait certaines erreurs, t'aurais pas pu devenir la personne que t'es aujourd'hui. T'aurais pas pu avoir les prises de conscience que t'as pu avoir aujourd'hui. Bien sûr, tout ça avec la permission d'Allah Azzawajal, mais voilà, c'est par où tu es passé qui fait ce que tu es maintenant. Donc, si tu n'acceptes pas tes versions passées, tu n'acceptes pas qui tu es aujourd'hui à 100%. Parce qu'on est littéralement l'addition de toutes nos versions. Ça devient philosophique, je comprends pas ce qui se passe là, je sais pas ce que je raconte. Je vais en venir au fait que s'il y a quelque chose qui peut aider aussi, et même pas que juste à accepter ces versions passées, mais à augmenter l'estime qu'on a de nous-mêmes, c'est aimer l'enfant qu'on était. Aimer les versions passées de nous-mêmes en vrai. Même si t'avais 37 ans, aimer nos anciennes versions, nous chérir et surtout traiter ces versions-là comme une petite sœur, tu vois. Que tu conseilles plutôt que tu blâmes. Et vraiment, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une photo de moi sur mon téléphone. Une photo de moi toute petite. Genre, je sais pas, je devais avoir 3 ans. Je l'ai mis sur mon tel. Pas par égocentrisme ou quoi, mais juste pour qu'à chaque fois que je la vois, je me dis bah voilà, petite Sheima, t'inquiète, on essaie de faire au mieux, on essaie de prendre soin de toi par l'intermédiaire de la moi de maintenant. Ça devient très philosophique, je vous l'ai dit, il faut suivre. Mais ouais, je pense que c'est important. Je pense que tu peux pas t'épanouir pleinement si t'essaies pas de te réconcilier avec tes anciennes versions, même si t'as fait des trucs que t'as pas aimé, même si t'as fait des erreurs, même si t'étais gênante. Je vous jure, parfois je tombe sur des mémories, je me dis, mais purée, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Bref, voilà, juste il faut aimer ces anciennes versions-là et les accueillir avec bienveillance plutôt qu'avec jugement. Pourquoi certaines relations semblent durer toute une vie et d'autres s'effacent avec le temps? Parce que c'est le mektoub. C'est vrai que parfois, et en vrai c'est logique, mais on a du mal à comprendre et à considérer que certaines relations peuvent s'arrêter parce que c'est pas des choses qu'on anticipe, tu vois. Surtout en amitié, je trouve. En amitié, en fait, on se dit pas dans 2 mois, 3 mois, ça va s'arrêter, tu vois. On est vraiment dans un truc qu'on espère que ça dure, quoi. Enfin, même pas on l'espère, on le pense pas, en fait. Pour nous, c'est logique. Et je pense que le moment où on perd le plus d'amis, c'est la transition entre le lycée et les études sup. Parce que chacun a son parcours, parce que tu commences à choisir la voie vers laquelle tu veux te diriger, même pas que professionnellement parlant, même au niveau de tes valeurs, au niveau de ce que tu prônes, etc. Ouais, ça fait que à ce moment-là, tu perds plein de personnes et des personnes, tu pensais même pas une seconde que qu'elles allaient partir, tu vois, par naïveté, Mais ouais, moi, je pars du principe que tout est une question de mektoub. C'est très bizarre de dire ça comme ça, mais il y a une date d'expiration, que ce soit avec les amis ou que ce soit avec quasiment tout le monde hein, dans notre vie. Et je pense qu'il faut pas voir ça d'un mauvais œil, dans le sens où moi j'ai beaucoup pris ça comme une trahison, tu vois. Les amitiés qui se terminent et tout. Alors qu'en soi, c'est juste le mektoub, c'est écrit, hein. Et quand je dis trahison, ça veut pas forcément dire que la personne m'a trahi. Mais le fait que l'amitié s'arrête, la relation s'arrête, pour moi, tu vois, c'était inconcevable. Et en fait, j'ai juste pris du recul et je me suis dit que c'était le mektoub, quoi. Que c'était qadar Allah et que c'était écrit que on devait se séparer. Fin, c'est tout. Et oui, parfois, Allah, il envoie des personnes dans ta vie pour une raison précise. Enfin, c'est toujours le cas, j'imagine. C'est-à-dire que la personne, elle va t'apporter quelque chose. Tu vas lui apporter quelque chose. Que ce soit une leçon, que ce soit une morale, que ce soit des idées, que ce soit des opportunités, que ce soit des raisonnements, ça peut être 10 000 choses. Mais en gros, vous allez vous apporter des choses qui vont vous aider à construire votre vie et après vos chemins vont se séparer. Il y a des personnes, vous allez vous côtoyer jusqu'à la fin de votre vie et il y a des personnes, ça va s'arrêter là parce que c'est bon, c'est la date d'expiration. Vraiment, je vois ça comme un train,
qui s'arrêtent à des stations. Vous êtes tous ensemble à avoir pris le train en même temps, mais il y a quelqu'un qui va s'arrêter à cette station-là, l'autre elle va s'arrêter à cette station-là. Et faut pas... je pense qu'il faut pas voir ça d'un œil négatif, parce que c'est en quelque sorte... penser surtout dans le feu de l'action, quand vraiment ça te fait mal et tout, c'est ne pas accepter ce qui se passe dans ta vie. Donc prendre le temps de l'accepter doucement, etc. Et placer sa confiance en Allah et ouais, c'était le destin, c'est tout. En fait, il faut pas... En fait, c'est comme se disputer avec ce qui est écrit pour toi. Mais pourquoi? Mais non, non, mais... Tu vois, c'est s'apitoyer sur son sort. C'est s'apitoyer sur son sort et se poser des questions qu'on ne devrait pas se poser, tu vois. Quand une personne, elle sort de ta vie, dis-toi, alhamdoulilah, elle m'a apporté tout ce qu'elle avait à m'apporter. Et je lui ai apporté tout ce que j'avais à lui apporter. Fin. Peut-être cette personne, tu vas la recroiser dans 5 ans. Who knows? Voilà, je commence à faire de l'anglicisme moi aussi. Et j'ai écouté tellement de podcasts avec du franglish que je commence à m'y mettre moi aussi. Bref, voilà, ce que je veux dire, c'est que... ouais, en fait, sur le coup des émotions, sur le coup de la tristesse et tout, on voit ça comme quelque chose d'horrible. Mais en vrai, non, genre... Avec beaucoup de recul, là, faut vraiment, genre vraiment, faut reculer beaucoup de pas. Prochaine question. À quel moment faut-il arrêter d'attendre quelque chose d'une relation? Bon, j'ai fait un épisode... Je vous ai dit, j'ai parlé de tout, je sais même plus quoi dire. J'ai fait un épisode sur les attentes et je vous ai dit mon avis par rapport à ça. Pour moi, il ne faut pas avoir d'attente tout court. Voilà, je vous dis les termes. Moi, je n'ai pas d'attente. Je sais, ça peut paraître fou. Mais c'est vraiment le cas, subhanallah. Et je sais que c'est... Voilà, c'est lié à plein d'états psychologiques, tu vois. Genre, je me suis pas levée un matin, je me suis dit, allez, là, j'ai plus d'attente. Mais, en fait, je préfère avoir des attentes que pour les choses dont je suis sûre à 100%. Et on est quasiment sûr de rien, hormis le fait que Allah est bel et bien là et qu'on doit faire notre maximum pour le satisfaire. Fin, c'est la seule chose dont je suis sûre à 100%. Le reste, Allahu alam, tu vois. En fait, on peut perdre des personnes du jour au lendemain. Faut vivre cette vie comme un voyageur, tu vois. Faut vivre cette vie comme quelqu'un qui fait une balade. Et puis, moi, la balade, elle s'arrête au bout d'un moment. Mais mettre trop d'attentes, En fait, c'est s'accrocher à des choses qui sont éphémères, tu vois. C'est très compliqué de trouver le juste milieu, je vous l'accorde. Moi-même, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais j'ai ce souci-là, c'est que moi, c'est tout ou rien. J'ai un problème d'intensité dans mes émotions, je n'arrive pas à avoir de juste milieu, etc. Et ça m'a pris du temps, ça m'a pris énormément de temps. Mais j'ai réussi à trouver le juste milieu entre aimer des personnes à la folie sans me jeter d'une falaise. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est en gros, j'ai réussi à mettre mes limites, j'ai réussi à me protéger, à protéger ma santé mentale et à savoir le moment où il faut que je me repose, il faut que je sois tranquille, quoi. Vraiment. Et d'ailleurs, je voulais en parler de ma vision de l'amitié parce qu'elle a changé aussi. Avant, ma vision de l'amitié, elle se mesurait au nombre d'interactions que j'avais avec une personne, au nombre de sorties qu'on pouvait faire ensemble, au nombre de fois où on allait se voir dans le mois, la semaine, etc. Ouais, pour moi, avant, c'était ça. Et maintenant, ça a totalement changé, je suis plus du tout dans ce cadre-là. Moi, maintenant, ma vision de l'amitié, elle se résume à je sais que je peux compter sur toi, tu sais que tu peux compter sur moi. C'est tout. Et après, ça dépend du love language de chacun. Voilà. C'est-à-dire que moi, je suis très 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 nulle pour prendre des nouvelles. Voilà, je le dis ici comme ça, tout le monde le sait. Je ne sais pas prendre des nouvelles des autres. J'ai du mal avec ça, j'ai l'impression de déranger. Et puis, même, en fait, c'est pas naturel pour moi de venir comme ça et de dire comment ça va. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, j'ai du mal avec ça. Mais à côté, je vais t'offrir des cadeaux parce que bah, je te kiffe, tu vois. Donc ouais, en fait, chacun a son love language. Et avoir cette vision des relations comme en fait, comme un achat, tu vois. C'est-à-dire, j'achète ça et je veux que du coup, tu vois, un système de consommation sur la base d'une amitié, c'est nul. Je sais que c'est difficile à dire, mais en fait, faut pas attendre en retour, je pense. Faut
faut donner ce que tu peux donner dans la limite du raisonnable et avec sincérité. Fin! Maintenant, tu parles pas à une personne pendant 5 mois. C'est pas pour autant que ça veut dire que vous êtes plus amis ou quoi que ce soit. Et en plus, là, je dis ça, MDR, je suis jeune adulte. Ça va être quoi à 40 ans, quand t'as des enfants, quand tu dois t'occuper d'eux, quand t'as 10 000 trucs à faire dans la journée? Bien sûr que t'as pas le temps tout le temps d'aller voir tes copines. Donc pour moi, ça veut rien dire, tu vois. Je pense qu'à partir du moment où tu connais le love language des personnes que t'aimes et vice-versa, il n'y a plus de questions. Et puis, j'ai aussi cultivé un truc de si tu m'en parles pas, il n'y a pas de souci. Dans le sens où, s'il y a un truc qui va me déranger, je vais le dire. Si je sais que c'est pas assez dérangeant pour en parler, j'en parle pas, mais du coup, j'accepte de passer à autre chose et de ne plus en parler. Tu vois ce que je veux dire? Et si j'arrive pas, ben, je vais en parler avec la personne. Et fin, tu vois, ça s'arrête là. Mais je suis plus dans un truc de overthinker chaque discussion, chaque interaction, chaque message, parce que ça me draine mon énergie. Je n'ai plus le temps pour ça, je n'ai plus l'énergie pour ça. Je vous dis la vérité, on est fatigué. Moi, je pars du principe maintenant que si... bon, bien sûr, après, il faut pas non plus mettre la responsabilité à fond sur l'autre et dire n'importe quoi et dire tu m'as pas dit que t'as... Tu vois, voilà. Faut essayer d'être juste dans ses propos, dans sa manière de parler. Toujours avec bienveillance, toujours en essayant de connaître les limites de l'autre. Mais après, une fois que tu fais ça, fin, tu vois. Et ouais, je pense que ça, bah, ça apaise beaucoup. Parce que les relations, bon là je parle des amitiés en l'occurrence, parce que bah, je suis pas mariée, mais les relations, bah, c'est fait pour s'envoyer du bien comme ça mutuellement, tu vois, pour s'envoyer des bonnes ondes, pour s'envoyer de la bonne humeur, pour être là l'un pour l'autre dans les bons et les mauvais moments. C'est pas fait pour se torturer l'esprit matin, midi, soir, tu vois. Et là je parle pour les overthinkers. Bien sûr, ça ne fait pas ça qu'avec les relations interpersonnelles, ça peut faire ça avec tout ou rien. De simples interactions avec des patients, ça peut être un sujet d'overthinking. D'ailleurs, tant que j'y suis, bah, j'en parle. J'ai fait un nouvel épisode de Les pensées de Shai sur Instagram et TikTok sur l'overthinking si tu veux aller le regarder. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai réussi à diminuer mon anxiété, que j'ai réussi à diminuer mes mauvaises ondes, on va dire, et si je n'ai pas la force de répondre à un message pendant 3 jours, je n'y réponds pas. Fin. Voilà. Je suis vraiment dans un état d'esprit de ma santé mentale d'abord et après le reste, tu vois. Voilà, il y a des moments où ça va mieux, il y a des moments où ça va moins, mais j'ai pas envie que mes relations... Bon là je parle pas de mariage, parce que les mariages on a quand même des responsabilités, des droits et des devoirs l'un envers l'autre. Même dans l'amitié, hein, il y a des comportements qu'il faut adopter, c'est vrai ça. On va en parler bientôt pendant le ramadan, vous inquiétez pas. Ouais, voilà, je leak un peu, j'en parle comme ça. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie d'avoir des responsabilités que je trouve à mon goût inutiles si ça me fatigue plus qu'autre chose. Voilà. Et je pars du principe que si une personne, bah, elle m'aime vraiment, bah, elle fera des efforts par rapport à ça et vice-versa. Si moi aussi je l'aime vraiment, bah, je ferai des efforts. Et c'est un ajustement mutuel. Bref, on passe à la prochaine question, sinon je vais parler pendant 5 ans. Est-ce que l'amour et l'amitié suffisent ou faut-il autre chose pour qu'une relation fonctionne vraiment? Pour moi, ça dépend de ta santé mentale. Voilà. Ça dépend de ta santé mentale. Tu peux en fait avoir devant toi de très bonnes compagnies, de très bonnes fréquentations, de très bonnes amies, pareil, un très bon mari, un très bon compagnon de vie, etc. Et que ça fonctionne quand même pas. Si déjà toi toute seule ça va pas, tu vois. Si ta santé mentale ça va pas, ça peut bloquer, tu vois. Et quand je dis ça, je peux juste parler par exemple d'indisponibilité émotionnelle. D'ailleurs, c'était un sujet que je voulais aborder sur le podcast. Ça peut être lié à des traumas aussi, ça peut être lié aussi à ton style d'attachement. Il y a différents styles d'attachement, tu vois. Il y a l'attachement anxieux. C'est quand tu vas être tout le temps stressé par rapport à la personne, par rapport à est-ce qu'elle va t'abandonner, est-ce qu'elle va rester là, est-ce qu'elle t'aime bien, est-ce qu'elle te déteste, etc.
Aussi le style d'attachement évitant. Donc là c'est l'inverse, t'as besoin de t'éloigner, désorganisé. Bref, je vous invite à vous renseigner sur ça parce que ça peut beaucoup vous aider. De toute manière, j'allais en faire un épisode, donc Inch'Allah, on y reviendra. Je sais pas quand, mais bref, dans l'année, Inch'Allah, il y aura un épisode sur ça. Mais oui, ça dépend aussi de ton style d'attachement. Après, attention, je tiens à amener une nuance. T'as pas besoin d'être à 100% de ta santé mentale pour que ton mariage réussisse, pour que tes amitiés réussissent. Tu vois? Voilà, il y a des personnes qui ont des maladies chroniques, que ce soit mentales ou physiques. C'est pas pour autant qu'elles n'ont pas trouvé l'amour et qu'elles n'ont pas de très bonne fréquentation autour d'elles, tu vois. C'est pas incompatible. Mais ça peut jouer, quoi. Est-il possible de tourner la page sans explication ni clôture? Vous savez que cette question, je me la suis tellement posée. À chaque fois que je voulais tourner la page dans ma vie, que je voulais passer à autre chose, euh, que je mettais fin à une relation avec quelqu'un, etc., je me suis toujours posé cette question. Est-ce qu'on m'en parle ou est-ce que je pars tout doucement, tu vois? Et je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ça dépend de toi comment t'es. Je sais que moi j'ai du mal à faire ça. Genre j'ai besoin d'avoir une discussion, que tout soit au clair pour que mon esprit soit reposé, que je commence pas à tout retravailler dans ma tête. Mais parfois c'est nécessaire. La vérité, il y a des personnes qui ne sont pas ouvertes à la communication. Il y a des personnes qui ne sont pas assez matures pour ça. Ou du moins ne sont pas assez matures avec vous pour ça. Ou peut-être qu'elles ne veulent pas communiquer aussi. Donc dans ces cas-là, moi je trouve que ça sert à rien et ça va juste enflammer le truc. Voilà, s'il y a une personne, t'as plus envie d'être ami avec elle, bah écoute, tu t'éloignes doucement et basta quoi. En fait, ça dépend de chacun, tu vois. Genre, je peux comprendre que certaines personnes, elles ont besoin d'une justification pour pouvoir dormir tranquille parce qu'elles vont se demander si elles ont fait quelque chose de mauvais, quoi. À quel moment sait-on qu'on a vraiment guéri d'une blessure relationnelle? Très très bonne question. Pour moi, il y a pas de... Enfin, il n'y a pas de guérison. Pour moi, c'est comme la question qu'on a vue tout à l'heure avec les rechutes, vous voyez? C'était quoi déjà? Attendez, je vais vous ressortir la question. Pourquoi avons-nous parfois l'impression de changer mais de toujours retomber dans le même schéma? Tu peux avoir l'impression d'avoir guéri, puis après tu rechutes, puis après tu reguéris, puis tu rechutes. Mais pour moi, tu vois, les rechutes, c'est même pas... Je sais pas comment expliquer. Pour moi, t'as quand même guéri, quoi. Même si tu fais des rechutes, au bout d'un moment, quand tu vois que ça t'empiète plus dans ton quotidien, que t'es tranquille, pour moi, c'est une sorte de guérison. Maintenant, y repenser, parfois re-être triste par rapport à ça, bah, c'est normal. Et puis, j'ai l'impression que ça s'estompe petit à petit, que ça revient de temps en temps, mais que au fur et à mesure des années, ça s'estompe, quoi. Pareil, on a trop ce truc de... l'évolution, c'est genre une ligne droite, quoi. Non, c'est des hauts, des bas, ça remonte, ça stagne, voilà, quoi. Est-ce qu'on souffre à cause de ce qui s'est passé ou à cause de l'idée qu'on s'en faisait? Je trouve cette question trop intéressante parce que ça amène à beaucoup de choses. Moi, ça me fait notamment penser au quiproquo de une et à la nostalgie. Déjà, je trouve ça fou, subhanallah, que on ait tous une perception différente des choses. Genre, on va tous percevoir des mots, des conversations, des gestes, d'une manière différente, d'une intensité différente. Tu vois, en fonction de notre sensibilité, en fonction de notre nonchalance, en fonction de juste de notre humeur du moment. Subhanallah, on va tous ressentir la chose d'une manière différente. Déjà, rien que ça, je trouve ça fou. Je pense qu'on souffre à cause de notre perception de la situation. Et c'est pas parce que notre perception n'est pas celle de l'autre qu'elle est forcément fausse. C'est juste comment toi t'as vécu le truc et comment tu l'as ressenti. Et c'est pas parce que tu l'as ressenti d'une certaine façon que c'est juste l'idée que tu t'es faite de ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme quand on dit que dans une histoire il y a deux versions, c'est le cas, tu vois. Ça veut pas dire que quelqu'un a tort ou quelqu'un a raison. C'est juste deux personnes qui ont vécu
deux choses différemment. Et vous savez, moi, comment vraiment je me suis rendu compte de ça, c'est quand une copine, elle vient de te raconter sa version de l'histoire. En fait, sans même réfléchir, tu vois, tu vas compatir avec elle, tu vas l'écouter, tu vas la conseiller, etc. Mais je me dis parfois dans ma tête, si la personne avec qui cette copine s'est disputée, dans un univers parallèle, c'était elle ma copine, et qu'elle serait venue me voir, pareil, j'aurais compati, etc. Tu vois, et ça, bien sûr, il y a des exceptions, hein, quand il y a des injustices qui sont faites, etc. Mais ça montre en fait que c'est qu'une question de point de vue, qu'une question de perception, qu'une question de rôle. Et donc voilà, on souffre juste de ce qu'on a pu ressentir par rapport à l'interprétation qu'on s'est fait d'une situation. Maintenant, pour moi, l'interprétation elle est complètement légitime et elle est pas fausse, quoi. Bon, je pense qu'on va s'en faire deux dernières et puis après on va terminer l'épisode du jour. Je sais pas si vous aimez ce format, tu vois. Pour moi, c'est des night talks. Pitié mon accent. C'est des conversations du soir, bonsoir, tu vois. C'est des podcasts sur ça de temps en temps. Pas du tout préparés. Ce serait une conversation avec Chatou où on va juste répondre à ces questions. Et puis, au final, ça peut ramener à deux sujets super intéressants, je trouve. À quel moment faut-il accepter que ce que l'on veut n'est peut-être pas ce dont on a besoin? J'aime trop cette question. On peut carrément y répondre avec un verset. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous, et il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Dans Surat al-Baqarah, il me semble. Ce verset, je l'utilise tellement tout le temps au quotidien parce que moi, je suis une personne très très émotionnelle et en fait, quand j'aime quelqu'un, quand j'aime quelque chose, je vais l'aimer sans misaine, quoi, sans balance, sans mesure, sans... Je vais tout donner, tu vois. Et subhanallah, je vous jure, en fait, Allah, il m'a montré plein de fois au fur et à mesure de ma vie. En plus, c'est une conversation que j'ai eue avec ma mère. Mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'aimais profondément une chose, mais tu vois, un amour qui n'est pas mesuré, c'est jamais bien. Nous, on privilégie l'amour rationnel, c'est-à-dire l'amour quand même où on pèse le pour ou le contre, où on est sûr que c'est sain et tout, tu vois. Et ouais, je me suis rendu compte qu'en fait, à chaque fois que je commençais à trop, pas à aimer ou à beaucoup aimer, à trop, tu vois, avec de l'excès, genre quelque chose qu'il ne fallait pas, à chaque fois que j'aimais trop une personne, Allah subhanahu wa ta'ala, il me l'a enlevé de ma vie, voilà. Déjà de une, pour ne mettre personne en priorité, pour ne dépendre de personne, et surtout, pour me montrer que c'est pas parce que j'aime quelque chose ou j'aime quelqu'un que cette personne, elle est bonne pour moi. Les émotions ne veulent rien dire. Les émotions ne veulent rien dire. C'est les actes et les éléments rationnels qui vont te dire si cette personne est réellement bien pour toi. Et le souci quand t'aimes trop une personne, c'est que même en sachant rationnellement parlant que cette personne n'est pas bien pour toi, tu vas pas calculer cet aspect-là parce que tu l'aimes trop. Et ce trop-là, il t'empêche de prendre des décisions et il peut littéralement t'amener à ta perte. Donc, il ne faut pas trop aimer. Il faut trouver un juste milieu. Ça peut prendre du temps, etc. Mais voilà, subhanallah, quand Rabbi nous soumet à ces choses-là, que ce soit même des épreuves, que ce soit des passions, moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Et à chaque fois, ça m'a appris quelque chose. Et justement, c'est ces épreuves-là, je pense, qui m'ont permis d'avoir justement ce juste milieu que je cherchais depuis si longtemps. Mais ouais, du coup, voilà, je pense que faut tout simplement aimer les gens de manière intelligente, c'est-à-dire les aimer. Et je parle même pas que de mariage quand je dis ça, parce que je sais que j'en ai parlé dans mon épisode avec le mariage, je parle de tout type de relation, vraiment tout type de relation. Déjà, il faut toujours qu'il y ait du respect. À partir du moment où tu te sens pas respecté, il y a un souci. Et je pense que c'est bien de temps en temps d'analyser ce qui se passe, de voir toi comment tu te sens, etc. Et de peser le pour et le contre et surtout de voir si, au-delà des émotions, des sentiments, du bien qu'une personne peut te faire ressentir juste par sa présence, est-ce que ces actes vont de pair, tu vois? Pas juste ce que toi, tu ressens. Bon, on va passer à la dernière question. Maintenant, plus je viens de la lire, c'est: le bonheur est-il quelque chose que l'on trouve ou que l'on construit?
j'en ai parlé partout. Franchement, cette question, j'y ai répondu partout. Ma vision du bonheur, pour moi, c'est avoir une bonne relation avec Allah. Enfin, c'est tout. Parce que pour moi, en fait, c'est la frontière parfaite entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. En fait, c'est le seul aspect, genre ta relation avec Allah, c'est le seul aspect qui relie ces deux mondes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où avoir une bonne relation avec Allah, le satisfaire, euh, t'éloigner de ce qui t'est blâmable et te rapprocher de ce qui t'est autorisé, te rapprocher d'Allah de telle ou telle manière, pour moi c'est la seule manière d'être apaisé ici-bas et d'être apaisé aussi pour l'au-delà, puisque par la permission d'Allah, tu pourras entrer dans son vaste paradis si tu fais ton maximum justement pour entretenir cette bonne relation. Donc pour moi en fait c'est magnifique. Et en fait une fois que tu as cette bonne relation avec Allah, même la vie d'ici-bas elle paraît plus simple. C'est-à-dire que t'as sa baraka, même quand t'as des épreuves, ben, t'es reconnaissante, t'as un tawakkul incroyable. En fait, tu vois, plus tu te rapproches d'Allah, plus tu travailles sur ton caractère, plus tu travailles sur ton état d'esprit, plus tu acceptes les choses, plus tu es sage, donc plus tu es heureux. Subhanallah, pour moi, c'est relié de fou. Et pour moi, il n'y a rien d'autre qui rend heureux, quoi. Pour moi, c'est des compléments, c'est faire ce qui te plaît dans ta vie, construire une famille, avoir des enfants, avoir un bon foyer, voyager, tout ça c'est des choses magnifiques, tu vois, mais tu peux faire tout ça. En fait, c'est le seul espoir ici-bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Craignons Allah, rapprochons-nous de lui, c'est très 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 important. Je parle à moi la première, hein. Là, je parle à moi la première. Et c'est une belle transition justement pour vous parler de ce ramadan. Inch'Allah, semaine prochaine, il y aura un podcast. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je fais un podcast par 15 jours. De base, c'était pas le programme, mais c'est parce que je suis en train de préparer plein de choses pour plus tard. Inch'Allah. J'espère que ça va bien se passer. Mais ouais, l'épisode prochain, Inch'Allah, on va parler du ramadan. On va parler de comment bien le commencer et surtout, je vais vous introduire une nouvelle série sur le podcast. J'en dis pas plus. On en parlera sur le moment. Donc voilà, soyez à l'affût la semaine prochaine, Inch'Allah, parce qu'il y aura beaucoup de nouveaux. Et du coup, voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin de l'épisode. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire si ça vous plaît, parfois des épisodes un peu plus chill comme ça. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des sujets en particulier que vous voulez que j'aborde. Je voulais vous en parler d'ailleurs, mais pour Entre Sœurs, j'ai reçu beaucoup de sujets. Barakallahu fikoum, on va tous les traiter, Inch'Allah. Donc voilà, merci beaucoup pour vos propositions. J'aimerais aussi faire participer les sœurs, j'aimerais vous faire participer, vous, les auditrices, par vos témoignages, écrits aussi, hein. Ça pourrait être cool aussi de lire plusieurs témoignages dans un épisode sur divers sujets. Et pour ça, je vous invite à venir me suivre sur Instagram et TikTok, puisque c'est là-bas que je demanderai des témoignages, c'est là-bas où on parlera des sujets, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram. Faites-moi les 1000 abonnés, comme ça j'ouvre mon canal Insta. Et là-bas, ce sera beaucoup plus simple pour discuter de tout. Donc voilà. Bref, j'ai assez papoté. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre soutien. On se retrouve, Inch'Allah, dimanche prochain pour un nouvel épisode de podcast. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et voilà. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.